Salut, vous écoutez Femme Cachai Eco, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite m'adresser aux enfants des îles, adoptés, partis vers la France et exclus des discours. En compagnie de mon invitée Florie, nous discuterons de son parcours identitaire entre Haïti et la France, et de sa volonté de faire connaître la narrative des enfants adoptés racisés face à celle surmédiatisée des adoptants blancs. Puisque je cite, « La question de la communauté est centrale pour moi. Est-ce que parce que nous avons la même couleur de peau ou la même histoire que nous sommes et devons être une communauté ?» Bonjour Florie, comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Ça va, merci. Un petit week-end prolongé pour ma part. Je sais pas comment c'est pour la France en ce moment avec le week-end de Pâques. Ça va aussi être un week-end prolongé ici. Ah bah cool. Alors, la citation que je viens tout juste de citer, elle est de toi, Florie, plus exactement de ta réponse à la question de ton appartenance à la communauté haïtienne en ayant baigné dans la culture française et blanche. J'ai beaucoup apprécié ton commentaire et j'ai su que nous devions en parler plus profondément. Après tout, et j'en reviens toujours au point de cette nouvelle saison, comment la race, l'ethnie et la classe sociale définissent notre identité et notre degré d'appartenance à la communauté dont nous nous revendiquons. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Florie, dis-moi, qui es-tu ? J'aurai 20 ans à la fin du mois, je suis d'origine haïtienne, j'ai été adoptée à 1 an et demi. Là, je suis en 2e année de biologie végétale et j'étudie dans le sud de la France. Je suis passionnée de politique, d'histoire et j'ai commencé à m'intéresser aux questions raciales en découvrant le livre Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire et depuis, je reste toujours passionnée et j'adore étudier les mouvements sociaux comme les mouvements féministes, antiracistes, LGBT. Ça me permet de mieux appréhender les rapports sociaux dans la société en général. Et ce qui est aussi important puisque, étant donné que tu es une personne en plus adoptée, une femme noire haïtienne adoptée en France, c'est aussi nécessaire pour toi, je suppose, de savoir comment interagir en fait dans ce social qui est en fait différent de ta propre couleur de peau, j'imagine. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que en ayant été adoptée, je n'ai pas reçu certaines cartes, par exemple, pour appréhender le racisme sur ces questions-là, parce que mes parents sont dans une logique assez républicaine et en France, on voit pas les couleurs. Et ça m'a empêché d'appréhender plein de faux compliments qu'on me disait, par exemple. Ouais, ça c'est les pires. Et justement, est-ce que tu pourrais me décrire comment était ton enfance et comment était ton adolescence, justement ? Comment tu te sentais ou... J'ai une enfance plutôt heureuse, je suis fille unique. L'adolescence a été un peu plus conflictuelle car je commençais à me renseigner sur le racisme et j'ai vite compris qu'il y avait un décalage entre mes parents et moi sur ces questions-là. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est compliqué de grandir juste à travers le regard blanc et de l'intégrer comme une norme parce qu'il ne sera jamais bienveillant envers les personnes non blanches. Et même si j'étais leur fille et que je suis inclus dans une famille blanche, ils sont de classe moyenne, donc c'est un environnement très blanc. Et même si je connais leur histoire, la sociologie, je serai jamais vraiment perçue comme française. Et cette réalité m'a fait assez mal quand j'ai découvert, parce que je croyais beaucoup au discours d'assimilation, d'intégration. La France, il n'y a pas de couleur, on est français quand on le veut. Et quand j'ai compris que non, ça a été un peu une douche froide. Et c'est à quel moment que tu l'as compris en fait ? Qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a fait comprendre que tu étais quelque part différente de tes parents ou même des personnes dans ton entourage en fait ? Déjà, depuis toute petite, j'ai tout de suite eu conscience de ma couleur de peau. Ouais. Et quand j'allais en maternelle et que 2 parents blancs viennent chercher une petite fille noire, bon, on est forcément adopté, donc ça passe pas inaperçu, quoi. Oui. Donc j'ai tout de suite un peu appris à me justifier.
Et après, la différence, je l'ai perçue plus d'un point de vue idéologique, et ça, c'était plus tard. Et quand j'ai compris que la suprématie blanche profitait à mes parents et pas à moi, et des fois, par leurs privilèges, je pouvais en bénéficier, mais je pourrais jamais intégrer parfaitement leur monde, en fait. Waouh, c'est super dur et quelque part c'est super vrai ce que tu viens de dire, puisque je me reconnais aussi dans tes mots ayant une mère blanche, un père noir. Je vois très bien quels sont les avantages dont je peux profiter avec ma mère, on va dire les privilèges par ricochet qu'on a finalement. Et je pense que c'est vraiment dur de réaliser que quoi qu'il arrive, ce regard, justement, je vais rebondir aussi sur ça, puisque encore une fois, ça me touche, puisque c'est quelque chose avec lequel je vis. Mais ce regard, en fait, dans le sens où le regard bienveillant blanc de tes parents, quelque part aussi cette bienveillance. C'est dur de le dire, mais la bienveillance qu'il peut avoir derrière le regard blanc d'un parent peut aussi venir pas d'un côté raciste, je ne sais pas comment je pourrais le dire sans que ça soit brutal, mais il a fallu longtemps à ma mère pour comprendre qu'en fait on était différents d'elle, et que dans cette différence il y avait en fait un point social qu'il fallait qu'elle intègre, le fait que pour la société on n'a pas les mêmes privilèges, on n'a pas les mêmes droits, et puis surtout on n'est pas des bons Français. Oui, et justement j'ai l'année dernière, parce que je suis à la fac depuis 2 ans, et que là je vis à peu près à 200 kilomètres de mes parents, j'ai pu approfondir plein de questions sur mon identité, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai été élevée comme une petite fille blanche. Mais en fait, je le suis pas. Par exemple, sur la question du racisme, mes parents, je pense qu'ils sont un peu dans un antiracisme moral. Les racistes seraient méchants, ce seraient ceux qui seraient les plus violents au quotidien. Mais sinon, à part ça, quand les gens veulent bien faire, donc c'est forcément pas raciste. C'est un petit peu la gauche bienveillante, quoi. Oui, et en fait, mes parents sont de gauche. Et je pense qu'en France, on a beaucoup intégré le côté que à droite, ce serait les méchants racistes, alors qu'à gauche, on serait bienveillant. Et quand j'ai compris que pas du tout, ça m'a encore plus fait une douche froide. Et c'est vrai que c'était assez perturbant de se rendre compte de la naïveté de ses parents. Et je les ai beaucoup enviés de découvrir les réalités du racisme à 40 ans passés. Et d'être vraiment étonnée, en fait, de se rendre compte que la société est violente tout le temps. Et on a eu beaucoup de conflits liés à ça. Et maintenant, au lieu de faire des discussions, on va dire, directes, frontales entre nous, j'aime beaucoup donner des liens de vidéos, d'articles, où je leur prête des livres que je lis, et au moins ils comprennent plus les concepts sans qu'il y ait un lien émotionnel, donc enfants et parents. Ouais, super important. Ouais. Et justement, ils sont bien réceptifs, ils lisent, c'est dû que finalement, ou tu peux rebondir sur des sujets sur lesquels qui étaient houleux par le passé pour avoir une discussion à ce sujet, ou... Je pense qu'ils ont toujours un peu cette fragilité blanche avec leur naïveté qui vient avec, mais je trouve que on peut maintenant quand même discuter plus sereinement, parce qu'en fait, quand on arrête de dire que raciste est une insulte, on discute. Parce que quand on dit à quelqu'un tu es raciste, c'est pas tu es une personne mauvaise foncièrement et volontairement. C'est tu as des idées racistes. C'est pas une attaque personnelle, en fait. Et quand ils ont compris ça, on a pu discuter beaucoup plus facilement. Ouais, mais c'est vrai, parce que très souvent, en fait, ce qui m'étonne toujours, c'est de se dire que avec tout le passé colonial, esclavagiste qu'a la France, en tant que métropole, ayant eu des colonies, ayant eu des esclaves en grande majorité racisés, que on peut passer en fait d'une société qui était profondément raciste et qui était ouvertement raciste et discriminante à ce qu'on appelle en fait la bonne France, quoi. C'est-à-dire que tout ce passé est parti. Et finalement, on oublie qu'il y a les ramifications sur lesquelles la société actuelle est toujours construite. Donc, ce racisme existe toujours. Les individus au sein de la République française sont éduqués
dans un œil raciste. L'éducation inégalitaire, l'accès au travail inégalitaire, discriminante, et finalement on est éduqué et on apprend finalement le racisme sur des ramifications qui sont toujours présentes. Et je sais que c'est très difficile. C'est très difficile parce que parler de la blanchité n'est pas un sujet qui a forcément été. C'est un sujet finalement récent. Et adresser finalement adresser la norme qui voudrait être la blanchité est quelque chose de tellement incroyable d'un point de vue français. Je sais qu'aussi du côté de ma mère, elle écoute depuis peu mon podcast, et j'en suis en fait vraiment vraiment heureuse, non pas parce qu'il n'y avait pas de volonté de sa part, mais bon bref, c'est pas ses hobbies d'écouter des podcasts, mais elle le fait maintenant et j'en suis vraiment très heureuse. Et elle m'a dit que sur le dernier épisode, elle s'est beaucoup éduquée. Et il y a vraiment ce côté où je me rends compte à quel point parler de la blanchité en soi, parler en fait du racisme institutionnel qu'il y a en France est vraiment problématique. Et quand je ne peux même pas imaginer qu'est-ce que cela représente comme poids lorsqu'on finalement on est enfant adopté racisé, femme, et encore une fois puisque tu es à l'intersection en fait de plusieurs discriminations, puisque tu es une femme d'origine haïtienne et noire, en fait ayant vécu avec des parents blancs et appartenant finalement à cette gauche bien pensante, donc celle qui se dit ne pas être raciste parce que ne pas être de droite, parce que en plus ayant des enfants adoptés racisés, il y a aussi cette idée-là. Et bon, on en avait parlé, on en avait rigolé aussi sur le petit côté white savior de tes parents. mais c'est vrai que ça doit être un choc aussi pour toi de finalement d'interagir avec cette communauté à qui on t'a fait croire que tu avais une appartenance absolue, quoi. C'est vrai que ça a été un choc et j'étais beaucoup dans la colère l'année dernière quand j'ai appris plus sur le racisme et pas juste le racisme où tout le monde dit que c'est mal en fait. Mm-hmm. C'est vrai que l'esclavage qui dit ouais c'était vraiment la bonne époque, à part vraiment les fachos très très motivés. Et et quand on analyse vraiment le racisme d'un point de vue politique et pas juste d'une question morale, on se rend compte que la violence est partout. Et je sais par exemple qu'il y a des livres, j'ai pas réussi à les finir parce que me dire que par exemple il y a 100 ans où était la place des femmes noires haïtiennes, c'est et en fait je pense que déjà je pense le rapport à son histoire, à son passé, c'est compliqué quand on est afrodescendant. Mais quand on est adopté, on a la blessure d'abandon qui se ravive encore plus en fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup été dans le déni. Des adoptés, par exemple, appellent ça être dans le brouillard. Et c'est un peu la phase où on est là, non mais l'adoption ça me fait rien, non mais moi, adopté ou pas, la couleur de peau ça compte pas. Ouais. Et quand en fait on en sort, et il y en a qui en sortent à des âges plus ou moins avancés, certains qui en sortent quand ils ont un enfant eux-mêmes, et ils se demandent qu'est-ce que je vais lui léguer, parce que est-ce que je lui lègue que ma culture française, ou est-ce que je devrais aussi peut-être lui apprendre la langue de mon pays d'origine, les coutumes de mon pays d'origine. Et là, toutes les questions se posent de qu'est-ce que je suis et pourquoi. Et d'autres s'en rendent compte plus tôt. Et il faut un peu dealer avec ça et garder une bonne santé mentale malgré tout. Ouais. Parce qu'à côté, il faut continuer à vivre sa vie, faire ses études, réviser, avoir des amis, etc. Ouais. Ah ouais, mais c'est toute la question de la communauté, quoi, et de l'appartenance. Et ce qui me fait revenir finalement sur ta citation. Et c'était intéressant de savoir à quel point en fait tu es dans ce questionnement sur la communauté, qu'est-ce que c'est exactement. Mais est-ce que tu pourrais me dire pour toi en fait, de ton point de vue, qu'est-ce que la communauté en fait? Qu'est-ce que pour toi est une communauté? Une communauté pour moi c'est un groupe d'individus qui ont des intérêts communs. Ouais. Donc par exemple, quand en France on a beaucoup le débat sur le communautarisme, pour moi, ceux qui font par exemple de la salsa, ils sont communautaires. Ouais. Parce qu'ils ont des clubs où il y a de la salsa, ils aiment cette musique-là, mais c'est pas mal pour autant en fait. Et après communauté, je pense que vu que j'ai pas d'attache, on va dire familiale aux communautés noires, ouais. j'ai vite ce sentiment de décalage parce qu'il y a des
des blagues que je ne comprends pas. Il y a des sous-entendus que je ne comprends pas parce que j'ai pas les mêmes références, les mêmes références culturelles. Mhm. Mais là, c'est le mouvement Napi qui m'a fait aussi questionner le truc de communauté, parce que c'est par le son de mes cheveux que j'ai appris à me redécouvrir et à me rendre compte que j'étais noire en fait. Qu'il y avait des soins particuliers, des choses particulières que tu devais prodiguer à ton corps. Et en le connaissant aussi, ça me fait rire parce que c'est vrai que le parcours capillaire, le parcours identitaire capillaire est tellement complexe qu'il te fait comprendre en fait toute la variété et la diversité de ton cheveu. Alors pour moi, ça n'existe pas un cheveu compliqué ou pas. Il faut juste connaître son type de cheveux et savoir en fait bien en prendre soin. Mais c'est vrai que par exemple, quand je pense à mon parcours capillaire, je me suis rendu compte à quel point en fait tout ce qu'on m'avait proposé avant n'était pas du tout adapté et ne prenait pas en compte mon individualité, tu vois, quelque part. Et je comprends très bien quand tu dis le mouvement Napi t'a fait découvrir un autre pan de ta personne. Mais c'est vrai que sur la question de la communauté, concilier France et Haïti, est-ce que tu as pu créer un pont, un passage te permettant justement de comprendre tes origines quelque part dans toute cette en fait dans ton parcours de vie? Mon père, après mon adoption, a créé une association en Haïti et il y est retourné tous les ans. Et j'y suis retournée une fois avec lui. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu vois autour de toi que tout le monde te ressemble. Ouais. Et ça fait du bien de juste se sentir dans la norme. Et donc, je suis juste allée une fois et je pense y retourner plus tard. J'ai créé un lien avec Haïti parce que quand mon père y allait tous les ans, il revenait par exemple avec des huiles haïtiennes. Donc pour les soins pour les cheveux, soins pour la peau, avec des gâteaux haïtiens. Et du coup, ça m'a un peu créé un lien avec la culture. Après, c'est par l'art, donc le compas, que j'ai aussi un peu découvert le créole haïtien. C'est une bonne base d'apprentissage, le compas. Et je pense que pas que je m'en veux, mais je pense que je vais quand même me mettre pour commencer à apprendre la langue. Parce que c'est un peu important, je pense, comme héritage. Je me suis aussi intéressée à Haïti par son histoire, parce que dès que je disais à d'autres personnes noires que j'étais haïtienne, il y avait vite la phrase « Ah, la première république noire du monde ». Ouais, c'est un classique. Donc ça pousse aussi à créer une sorte de fierté, et je me suis renseignée sur ça. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à creuser sur Haïti, autant d'un point de vue culturel que sociologique, que artistique et même religieux. Ouais. Avec la question du vaudou, et j'aimerais aussi en savoir plus sur ça. Et comment tu fais quand tu es en France du coup? Est-ce que tu connais d'autres personnes haïtiennes vers qui te tourner ou des groupes à qui parler en général, ou c'est vraiment que des recherches sur Internet? Au début, c'était que des recherches sur Internet. Et avec le mouvement des personnes adoptées, qui par exemple organise des groupes politiques ou juste des groupes de parole, j'ai pu intégrer des groupes Instagram, des groupes Discord, où du coup on parlait de notre vie en tant qu'adoptés, mais aussi de notre rapport à Haïti. Par exemple, certains ont retrouvé leurs parents d'origine, d'autres ne veulent pas les retrouver ou pas maintenant parce que c'est beaucoup de questions et beaucoup de bouleversements. Ouais, et certains s'intéressent plus ou moins à la culture. Et par exemple, j'ai pu échanger avec une femme haïtienne, enfin d'origine haïtienne, et qui s'est beaucoup penchée sur Haïti. Et on peut, par exemple, faire des échanges sur ce qu'on sait, combien de fois il est retourné en Haïti, c'est quoi la culture là-bas, comment on te perçoit là-bas en tant que diaspora. Parce que je sais que je ressemble à une Haïtienne, je suis née en Haïti, mais c'est un peu les seuls points communs que j'ai avec les Haïtiens qui vivent en Haïti, parce que j'ai pas vécu leur réalité en fait, tout simplement. Je trouve ça vraiment beau, le fait qu'il y ait des groupes qui vous permettent. Alors, je vais peut-être revenir en arrière puisque tu parlais du mouvement des adoptés. Est-ce que je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si on peut définir ça comme un mouvement seul, mais je sais que maintenant il y a un peu une volonté de prise de conscience et de mettre des mots sur ce qu'on dit, enfin sur ce qu'on vit.
comme par exemple l'adoption transraciale, la blanchité honoraire. Donc, comme on a dit tout à l'heure, être des fois un peu vu comme blanc, se percevoir des fois soi-même blanc, mais des fois se rendre compte que on ne le sera pas. C'est aussi échanger sur le côté white savior que peuvent par exemple avoir les parents. C'est aussi déconstruire beaucoup de mythes sur l'adoption. Par exemple, il y a plus de familles qui veulent adopter que d'enfants adoptables. C'est vrai, je savais pas. Donc en fait, en Europe, par exemple, dans les mouvements écolos, il y a beaucoup les phrases de pourquoi faire un enfant, il y en a déjà tellement plein à adopter dans le monde. C'est faux. Et en fait, cette volonté, en plus, il y a encore un rapport nord-sud qui est encore pas mal présent. Et il y a par exemple toutes les questions de trafic d'enfants. Les enfants qui sont mis à l'adoption ne sont pas forcément orphelins. Ouais, c'est vrai. Beaucoup ont encore des parents, mais c'est juste que c'est pour des questions économiques dans beaucoup de cas. Et par exemple, dans ces mouvements des adoptés, il y a autant des adoptés, donc par exemple d'Haïti, d'Afrique, mais aussi d'Asie. Et j'ai participé à des conversations sur Zoom ou sur Discord où des femmes asiatiques parlaient elles aussi de leur point de vue en tant qu'adoptées asiatiques. Et on a certes des similitudes, mais aussi des différences. Et rien que ça fait du bien de se sentir compris et de pas avoir à trop s'expliquer et qu'en une phrase, en face, on te dise « Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est drôle » ou « c'est un peu embêtant », quoi. Et je pense que pour moi, c'est aussi ça un peu, la communauté. C'est ne pas avoir à trop justifier et qu'il y ait une sorte de consensus commun sans qu'on s'en rende compte. Ouais, je pense que c'est ça aussi la communauté. Si on essaye de se comprendre, on est capable de faire face aux mêmes difficultés. Même si on comprend très bien que les individus qui composent la communauté sont tous différents les uns des autres. Mais on partage en effet ce sens commun, cette racine commune quelque part, qui fait qu'on arrive à se comprendre et on arrive à voguer en fait, à faire face plutôt aux difficultés. Et c'est intéressant parce que justement le point de cet épisode avec toi, c'est aussi de faire connaître en fait le parcours de vie des adoptés et non plus des adoptants, puisqu'on ne compte plus le nombre de films qu'il y a en France qui parlent de la vie des adoptants et non pas des adoptés. Ce discours est en fait n'est pas du tout neutre, parce que bien évidemment il met en avant le fait qu'en effet les adoptants transraciales sont vraiment compliqués, mais ça met aussi le fait que les parents les adoptants en fait veulent juste adopter quelque chose, dans le sens où le point de vue du fétichisme aussi de l'enfant qui va être adopté. Par exemple, je sais qu'il y a des enfants des parents qui ne veulent adopter que des personnes asiatiques. Dans certains points de l'Asie, je sais qu'il y a des parents qui ne veulent adopter que des personnes venant par exemple d'Afrique, d'un point d'Afrique ou d'un point de la Caraïbe. Donc il y a toute cette fétichisation, cette idéalisation de qu'est-ce que serait d'avoir cet enfant adopté. Et j'ai l'impression, et tu me diras si c'est quelque part le sentiment que tu as pu avoir ou si tu as déjà pu en entendre parler, mais à un moment j'ai l'impression que l'adopté n'est plus un enfant mais devient un objet de désir qu'on veut pour ajouter en fait à son... J'ai très souvent eu l'impression que l'adoptant n'adopte que parce que ça ajoute une valeur à sa propre vie, à sa propre perception de ce qu'auront les autres. Donc c'est-à-dire que quand et dans ce cas-là je vais vraiment le rajouter, le reformuler, mais j'ai l'impression que très souvent les adoptants ne voient en l'adopté qu'une valeur ajoutée à leur vie, dans le sens où avoir adopté va rajouter une notion sociale en fait. Ils vont devenir de meilleurs parents rien que par le sens qu'ils ont adopté en plus un enfant racisé venant de cette partie du sud du monde. Donc ils ont fait une bonne action, et encore on est toujours dans l'idée du white savior. Mais quand on regarde les films français qui ont pu sortir, il y a toujours ce moment où la réalisation du fait que c'est dur d'avoir un enfant, et que rajouter en fait toute cette partie raciale, de genre également, ou de fétichisation, rend tout le complexe adoption vraiment difficile. Et d'ailleurs, je crois que c'est même aux États-Unis où il y a la possibilité, si tu n'es pas satisfait avec l'enfant que tu adoptes, tu peux le rendre. Je pense que je peux rebondir sur beaucoup de notions par rapport à ta question et tes remarques.
c'est que, en général, dans l'adoption, beaucoup de parents adoptants veulent avoir des enfants jeunes, avant 2 ans. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un peu l'espoir que l'enfant sera une page blanche. Il n'aura pas de mémoire de ce qui s'est passé avant. Et du coup, on pourra l'assimiler encore plus au pays d'origine, enfin où, au pays où les parents justement vont l'emmener. Et mes parents pensaient comme ça. Je pense que c'est un peu un mélange de naïveté et de bonne volonté en se disant, un enfant de 6 ans, ça va être difficile, mais un enfant de 2 ans, il aura aucun traumatisme, vu qu'il se rappellera de rien. Mais si on reste traumatisé, parce que séparer un enfant de sa mère, c'est toujours un événement traumatique. Et après, je pense que, pour beaucoup, il y a un peu l'association de l'adoption et faire un peu la charité aux pays un peu pauvres, parce qu'il y a un peu l'image de on t'a sauvé, donc sois reconnaissant. Et en fait, je pense que ce rapport à la reconnaissance qu'on est censé avoir par rapport à nos parents, par rapport à la France, c'est un peu transposable pour beaucoup de communautés. Par exemple, d'enfants d'immigrés, on te rappelle que on t'accepte, donc on est déjà bien gentil de le faire, et commence pas à te plaindre parce que dans ton pays, t'aurais été pire en fait. Et par exemple, dans les discussions avec d'autres personnes adoptées, leurs parents leur ont souvent dit que là tu te plains de moi et de la France, mais dans ton pays, t'aurais été pauvre, t'aurais été au chômage, t'aurais été une prostituée peut-être. Là, c'est pour les parents les plus violents. C'est pas vrai. Et je pense que les personnes qui ont vécu ça, en parler en groupe, leur a aussi fait du bien. Et en fait, je pense que dans l'adoption, il y a beaucoup de tabous sur les adoptions qui se passent mal. Parce que déjà, dans la parentalité, il y a beaucoup l'image de avoir un enfant, c'est un peu être sûr qu'un autre être humain va t'aimer inconditionnellement. Et c'est faux. Et je pense que c'est un peu aussi pour se rassurer. Et c'est vrai. Par exemple, les adoptants, quand des personnes adoptées montrent un point de vue contraire au leur, en étant par exemple en colère, en étant triste, on met beaucoup en avant le fait qu'ils soient encore immatures. Même si la personne a 20 ans, 30 ans, on lui dira non mais être en colère, c'est pas une émotion légitime parce qu'on t'a quand même offert la chance d'avoir un avenir. Donc il y a aussi la question du classisme qui vient en jeu. Est-ce que avoir des moyens, c'est être un bon parent ? Est-ce que passer un enfant d'un pays pauvre à un pays riche, même si là-bas il subira du racisme, du rejet, de la discrimination, au final ça fait toujours un bon calcul. Et dans l'adoption, toutes ces questions-là, comme la justice reproductive, qui a le droit d'avoir des enfants, qui peut adopter les enfants des autres, et même dans le concept d'adoption, il y a toujours eu ce côté d'adoptants dans une classe sociale supérieure qui vont récupérer un enfant et forcément lui offrir un meilleur avenir que ce qu'il aurait eu sur place. Alors même que le pays des adoptants fait en sorte que le pays où les enfants, du coup, sont adoptés reste au plus bas, en fait. Et c'est tout un système qui tourne comme ça. C'est vraiment aliénant, ça. Et je pense que oui, il y a vraiment un tabou autour du trafic d'enfants dans l'adoption. Par exemple, il y a eu un scandale avec l'Arche de Zoé. C'était des adoptants, enfin, une association pour que des parents français puissent adopter au Mali. Et en fait, on se rendait compte, par exemple, que dans les papiers, ils aimaient bien faire passer les enfants noirs comme des enfants orphelins, qui n'ont pas de famille, donc du coup, ils n'auraient à se raccrocher qu'aux parents blancs. Et aussi, la notion même d'adoption, comme on l'entend en France, donc il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption plénière, c'est que vraiment, l'enfant coupe tout lien avec sa famille d'origine. Et en fait, dans certains pays, quand on met un enfant à l'adoption, pour eux, quand ils signent, ils pensent qu'ils pourront le revoir, qu'ils auront des nouvelles. Et en fait, pas du tout. Mon Dieu, mais c'est trop tragique. Je me demande si ça s'est passé aussi de la même façon pour les enfants de la Creuse, de la Réunion. Je connais pas en fait, et c'est plutôt intéressant, mais c'est à peu près c'est toujours dans la même. C'est dans le même contexte finalement. Il y a eu un trafic, il y a eu un trafic d'enfants en disant que bien évidemment la Réunion était beaucoup trop
beaucoup trop de rempli, donc beaucoup trop peuplé. Je passe les avortements non consentis par des médecins qui pratiquaient ça sur les femmes enceintes, déjà sur des femmes qui pouvaient avoir 7 mois de grossesse. Mais il y a tout ce côté aussi du trafic intraterritorial en fait entre et c'est ce qui s'est beaucoup fait, puisque c'est vrai que les adoptions faites en Haïti étaient très nombreuses pendant énormément d'années. Quand j'étais en Guadeloupe, il y avait beaucoup de parents qui adoptaient des enfants haïtiens, d'origine haïtienne. Et c'était assez intéressant de voir que beaucoup de parents adoptants que je pouvais voir étaient des parents blancs. Et que par la suite, en fait, ils repartaient en France. Et ça m'avait toujours un petit peu surprise de voir qu'il y a, en fait, non pas surprise dans le fait pourquoi il y a autant d'enfants à l'adoption, mais pourquoi en fait c'était toujours les mêmes schémas qu'on pouvait voir. Et en fait, on se rend compte que le trafic dont tu parles, cette organisation finalement de l'adoption, est quelque chose qui s'est fait de façon très systématique dans la France, au sein des départements français d'outre-mer. C'est-à-dire que ça s'est fait beaucoup à La Réunion, énormément, plus qu'on ne saurait le dire, puisque ça n'a pas été forcément bien comptabilisé. Ça s'est fait beaucoup. Alors même si Haïti n'est pas compté comme un département, il y a toujours ce lien émotionnel avec la France et cette facilité pour le gouvernement français d'être en Haïti. Donc de ce point de vue-là, je compte également Haïti, étant donné que c'est une ancienne colonie esclavagiste française qui a toujours en fait j'ai envie de dire ses facilités sur le territoire haïtien. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup comme tu dis, ce schéma en fait du trafic d'adoption. Et c'est vrai que ce trafic-là se trouve énormément et s'est toujours trouvé présent beaucoup intra-France, au sein même des frontières de la France. Mais ça va toujours dans un même schéma, des enfants racisés vers les personnes blanches. Et d'ailleurs, même quand des personnes adoptées mettent en avant qu'il y a quand même beaucoup de trafic d'enfants, il y a beaucoup l'idée que la fin justifie les moyens. Ouais. Et je pense que c'est un peu une sorte de conte de fées que même si l'histoire commence mal, que l'adoption était quand même pas très légale, au final, tant que l'enfant est dans une famille de classe moyenne ou bourgeoise, blanche française, au final, c'est pas si grave. Ouais. Parce qu'il a quand même pu accéder à des privilèges de classe, et qu'au final, tout s'annulerait en fait. Ouais, c'est le petit côté très européano-centré quoi. C'est de penser que parce qu'on amène l'enfant au nord, donc censément le côté matériel primera en fait sur le côté émotionnel et sentimental que l'enfant pouvait avoir avec ses racines. Et c'est encore une fois, on en vient toujours à cette naïveté de penser que l'enfant ne sera pas traumatisé, quand on sait très bien que l'enfant est une éponge, est une véritable éponge, en fait il absorbe toutes les émotions qu'il peut avoir autour de lui, et en fait je pense aussi qu'il y a ce côté-là, l'enfant adopté va voyager avec les traumas qu'il aura portés de ses parents de naissance, et qu'il portera avec lui dans son pays d'adoption, avec sa famille d'adoption, sans comprendre en fait d'où peuvent venir ces traumas. Et il y a tout ce côté de la rupture en fait familiale de naissance qui vient ajouter en fait j'ai envie de dire à l'inconfort de l'adopté dans le pays d'origine. Je sais pas si ça fait, alors encore une fois je suis pas du tout une enfant adoptée, donc c'est beaucoup de suppositions. J'ai comme l'impression que l'adopté voyagera avec des traumas qu'il n'arrivera jamais à identifier parce qu'il n'a plus de lien avec les personnes qui lui ont transmis son trauma. Donc tu arrives et tu grandis dans un pays complètement étranger quelque part. Bien évidemment, tu y grandis, tu commences à faire de ce pays le tien, mais il y a toujours, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait que vous portez en vous, comme un poids non identifié. Je pense qu'il y a des soucis, on va dire, un peu comme ça, qui peuvent être réglés par voir un psychologue. Donc normaliser le fait d'aller en thérapie et en parler. Et je pense que les adoptants doivent être au courant que l'enfant en face d'eux n'a pas commencé son histoire avec eux, qu'il a une histoire passée et que ça va influencer comment il va se comporter actuellement. Et je pense que le rapport aussi à son pays d'origine peut être très biaisé si par exemple les parents ont une vision très négative du pays d'origine.
qu'on a aucune fierté, parce que par exemple Haïti est très vite relié à la pauvreté, à la criminalité, à toutes ces notions un peu négatives, et t'as pas envie de te voir là-dedans. Parce qu'en fait, tu vois que un passé, et en plus tu intègres le regard blanc, donc qui n'aurait pu être que funeste. Et forcément, on a envie de s'en détacher et de se rapprocher encore plus de la francité, on va dire. Et en fait, cette volonté d'intégration à la francité, bah, ce sera jamais complet, parce qu'en fait, il y aura toujours la question, mais tu viens d'où réellement? Et par exemple, il y a des personnes adoptées, les adoptants ne donnent pas le pays d'origine. Ils ont le dossier, où il y a par exemple des informations qui peuvent être vraies ou fausses, mais quand même des informations, et qui sont jetées à la poubelle. Parce qu'il y a l'idée que ça va être un renouveau. Oh non. Parce que le passé, c'est pas important, il y a que le présent et l'avenir qui comptent. Tant que l'enfant est heureux, il y a une famille aimante, mais tout ira bien. Et donc il y en a, on leur pose la question au quotidien, tu viens d'où? Et ils ne savent pas. Et je trouve que c'est une violence psychologique inouïe en fait de faire ça. Parler de la question d'où tu viens, c'est poser une question très directe sur ton identité. Qui es-tu finalement d'un point de vue identitaire, puisque on dit, c'est pour savoir qui tu es, tu dois savoir d'où tu viens. Tu as eu la chance d'avoir des parents qui par contre ne t'ont pas coupé de ta culture, en fait, de ton lien avec Haïti, justement parce que ton voyage faisait ton père, pardon, justement parce que ton père faisait des voyages entre Haïti et la France et faisait en sorte que tu gardes ce lien avec Haïti. Mais c'est vrai que même s'ils ont réussi à voguer de façon maladroite, pour finalement reprendre le terme de la naïveté, c'est vrai qu'ils t'ont quand même maladroitement guidé, mais l'ont fait à minima ou au mieux de ce qu'ils pensaient être bon pour toi. Mais j'imagine que la question de l'identité est quelque chose de très dur, difficile à mettre en mots. Mais vu que je suis née en Haïti, dès que je remplis un papier administratif, je vais forcément renoter né le 30 avril à Haïti. Et dès que je passe un partiel, je le renote. Donc en fait, je peux pas oublier, on va dire, que je viens d'Haïti. Donc c'est et en fait, je me suis rendu compte aussi de ce que ça fait d'être adopté. Quand par exemple, d'un point de vue médical, les médecins te posent la question famille, antécédents familiaux, et qu'on répond je sais pas. Et on répond je sais pas sur beaucoup de cases. Et on se dit, bah j'ai quand même un pan de ma vie là qui est peut-être que je le retrouverai jamais. Et je pense que pour beaucoup d'adoptés, aller dans leur pays d'origine, c'est aussi refaire face à tous ces questionnements, parce que même ceux qui, par exemple, retrouvent leur famille d'origine, qu'il y ait des mensonges dans la famille en interne, il y a eu des secrets qui pèsent, il y a des tabous, il y en a ça se passe super bien, et d'autres où ils sont déçus, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, fantasment l'image d'un parent idéal, donc ce serait la mère biologique qui ne t'aurait jamais abandonné. Et quand ils font face à la réalité, et des fois, par exemple, on se rend compte que c'est pas forcément une personne sympa, que c'est pas une personne qui te veut du bien, qui veut même te reparler. Il y en a qui acceptent de reparler à leur enfant, et d'autres qui, pour elles, c'est encore trop dur, donc elles refusent. Donc c'est un abandon une deuxième fois. Donc quand on voit une personne qui est adoptée, directement partir sur ta famille d'origine, tu les connais, c'est maladroit parce que c'est un rapport qui est encore dur pour beaucoup de personnes en fait. Et par exemple, je sais que là, à l'âge que j'ai et dans la période de vie où je suis, faire des recherches sur ma famille d'origine, ce serait trop pour moi en fait. J'ai pas encore, je pense, la maturité de faire face peut-être à une seconde déception, peut-être à un truc où ça se passe bien. Est-ce que après je m'inquiéterai pour eux? Est-ce que j'aurai un devoir envers eux? Est-ce que je devrais les aider financièrement ou pas? Est-ce que je devrais y retourner plus souvent? Et donc l'adoption, c'est un sujet qui peut vite être compliqué, et les questions très intrusives, il faut éviter en général, à moins que la personne en parle d'elle-même. Ouais.
Mais justement, c'est bien d'avoir un petit guide finalement du small talk qu'on peut avoir avec des enfants adoptés, qui est pareil que quand on est en face d'une personne racisée, d'une personne en fait je sais pas, dont l'appartenance ethnique est lointaine, etc. Il y a toujours la question de comment adresser ce qui est entre guillemets n'est pas la norme. Et je pense que pour les adoptés, on a très souvent laissé pour compte le fait qu'il y a tout ce flou identitaire que l'adopté en fait essaye par ses propres soins la plupart du temps de reconstruire. Et je trouve ça cool en fait qu'on puisse finalement en discuter, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir la possibilité d'avoir entendu une opinion aussi franche d'une personne étant adoptée. Et quelque part, tu me donnes aussi un guide, et j'espère que ce guide sera aussi apprécié par les personnes qui nous écoutent, parce que finalement, tu me donnes un guide de qu'est-ce qu'il faut faire, comment intégrer finalement le discours des adoptés dans en fait les discours de race, d'ethnie, de classe, de genre aussi, puisque ce sont des individus qui sont à l'intersection de beaucoup de discriminations et pour lesquels en fait on ne les laisse pas parler. Et j'en viens, alors peut-être que tu allais dire un truc. Non, j'acquiesce. Non. Et du coup, j'en viens en fait à ma dernière question, puisque malheureusement on va bientôt se quitter. Mais j'en viens à ma dernière question, et je pense que c'est un petit peu ma question résumée de tout cet épisode. Pourquoi est-ce important que nous entendions plus les histoires et les parcours de vie des enfants adoptés racisés? Et j'ai même envie de dire, quelque part, vu qu'on est centré sur aussi ton cas, donc tu peux parler de façon tout à fait personnelle, pourquoi il était important de t'entendre toi, Florie, finalement femme noire d'origine haïtienne? Déjà, pour les personnes adoptées elles-mêmes, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et que leur ressenti est légitime et qu'elles ont le droit d'être tristes, d'être heureuses, d'avoir des regrets, d'avoir un rapport compliqué à leurs parents adoptants, d'avoir un rapport compliqué au pays dans lequel ils sont arrivés, et que c'est légitime et ils n'ont pas de se sentir mal justement. Parce que vu qu'on nous dit régulièrement qu'on a eu de la chance, que nos parents nous ont adoptés, donc ça voulait dire qu'ils voulaient vraiment un enfant, que en général il y a beaucoup qui sont filles uniques ou fils uniques et que du coup ils sont gâtés, on se sent mal de pas se sentir parfaitement heureux en fait. Et c'est légitime de se poser des questions. Et je pense que c'est vraiment bien qu'on puisse parler de nos expériences sans être silencié, sans être, on va dire, gaslighté, et que juste on puisse échanger et que des personnes se disent bon ben là je me sens pas seule et on peut en discuter avec quelqu'un d'autre, et pas que ça se fasse dans les larmes et dans le drame. Des fois on peut en rire, on peut en rigoler, on peut faire des blagues, s'envoyer des mèmes sur la condition d'adoption, enfin de l'adopter, mais enlever le tabou en fait. Je trouve que c'était vraiment le principal. Et peut-être aussi pour peut-être questionner aussi les communautés, on va dire noires, antillaises ou de la Caraïbe. De se dire j'ai par exemple, quand j'ai découvert les chaînes YouTube, Facebook qui parlaient de la communauté, il y a vite les mots bounty qui ressortaient. Et je me suis dit en tant qu'adoptée, techniquement oui. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça fait de moi une personne moins noire pour autant, moins légitime pour autant? Et peut-être adresser ces questions-là, et quand on pense communauté noire, également inclure les personnes adoptées qui ont été séparées de cette communauté en fait très jeunes et qui du coup n'ont même pas de lien d'attache. Parce que par exemple, les enfants d'immigrés, même s'ils sont en France, ils savent par exemple qu'ils connaissent des cousins, des tantes, de la famille dans leur pays d'origine, enfin le pays d'origine de leurs parents, et au moins quand il y a un peu tout ce discours de retourner en Afrique pour construire, on se dit oui, mais il faut déjà avoir une attache là-bas. Ouais, c'est pas évident. Peut-être repenser aussi ces questions-là de le retour aux origines. Quand on peut se retourner et voir une tante, une mère, une grand-mère qui nous explique, je pense que ça peut être un peu plus simple, et encore, il y a des fois des tabous dans les familles. Mais si en plus, quand on dit
va vers tes origines, t'es complexé et que tu te retournes et qu'il y a personne, et il y a juste le vide, c'est un peu blessant comme injonction, je pense. Alors, je te remercie vraiment, Florie, pour tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que cet épisode a été très intéressant. J'aurais aimé en discuter encore plus. En plus, c'est la deuxième fois finalement que nous avons la chance d'en discuter. La première fois, ça avait duré une bonne heure, je crois, ou même 1h30, je sais plus. Mais ça avait duré ça avait duré longtemps et c'était vraiment intéressant. Et là, je suis vraiment contente qu'on ait pu avoir cette conversation. Justement sur ta vie en tant que femme adoptée, mais aussi en fait de me permettre d'avoir la chance de faire entendre ton histoire. Et je suis vraiment heureuse de t'avoir eu avec moi pour en discuter sur ce sujet très très important et très dur aussi à écouter comme à en discuter. Et voilà, je sais pas si t'as quelque chose à dire, petit mot de fin avant que l'on se quitte. Déjà merci de m'avoir laissé participer. Et ouais, vraiment, les adoptés, vous êtes légitimes, vraiment. Mais c'est moi qui te remercie. J'ai vraiment hâte aussi d'inclure cet épisode. Et encore une fois, c'était quelque chose qui pour moi était nécessaire, puisque comme tu l'as dit, on n'inclut pas assez votre discours en fait dans les communautés, dans certaines communautés, donc que ce soit dans la communauté antillaise, dans la communauté haïtienne, et en l'occurrence dans la communauté noire, de la question de l'adoption et des enfants adoptés, qu'est-ce qu'ils deviennent dans ce discours. Donc c'est vrai que c'était nécessaire d'avoir cette discussion puisqu'elle fait partie intégrante de la question identitaire. Et sur ces dernières paroles, je te souhaite une très bonne journée. J'ai vraiment hâte de voir où toutes tes recherches vont te mener. Par ailleurs, n'hésite pas à me donner des petits feedbacks et des petits commentaires parce que je voudrais bien voir l'évolution de ton travail de réflexion. C'est quelque chose qui était très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir permis de participer à ce podcast et j'ai hâte d'écouter le reste de ta série sur le sujet. Je te souhaite une très bonne journée et peut-être à très bientôt pour une autre conversation. Oui, à très bientôt pour une autre conversation. C'était Femme Kachayeko. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez surtout pas à noter le podcast afin que nous soyons beaucoup plus visibles par la suite. Vous pouvez m'écrire sur formkachayeko@gmail.com ou bien me contacter directement via Instagram. Je vous réponds, quelquefois avec un petit peu de temps, mais je vous réponds toujours. Et j'ai hâte de vous avoir pour la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut!